Oui. On va voir. Non, c'est bon. Voilà. Bonjour à tous, on va démarrer le plan de prévention. Est-ce que tout le monde a bien sur son écran la présentation du diaporama et moi-même? Oui, oui, oui. Oui, c'est OK. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Je vais demander donc à l'ensemble des sous-traitants et des intervenants de bien vouloir couper le micro durant la présentation. Évidemment, s'il y a des questions, on y répondra à la fin. Juste avant que je démarre avec ma collègue, on a Monsieur Pasquetta, donc directeur des opérations et techniques, qui va faire l'introduction. Laurent, si c'est OK pour toi, je te laisse la parole. Attends, facile, là, non. Il a son micro coupé. Ah, je vais plus le micro. Bien vu. C'est Laurent. Bonjour à tous. Alors, je repars de zéro. Bonjour à tous. Donc, pour certains, c'est pas la première fois, mais pour d'autres, peut-être que c'est la première fois. Mais le PDP est là essentiellement pour garantir la sécurité de votre personnel et de vous-même quand vous êtes en intervention sur notre terminal. Je mets un point d'ordre à ce que vous fassiez respecter les règles sur le terminal. C'est quelque chose de vital pour nous. C'est-à-dire qu'on a eu un accident il y a quelques années, il est hors de question que ça se reproduise, on met tout en œuvre pour que ça ne se reproduise pas, on investit lourdement, on est à l'écoute des améliorations possibles, on n'est pas devin en la matière, même si on a une équipe qui est très performante sur le sujet. Mais je tiens à vous rappeler que ici, la mort d'une personne, d'un de vos personnels, elle peut se trouver à l'angle de la rue. Tous les engins qui circulent sur le terminal sont des engins très lourds. C'est des engins qui ne roulent pas forcément très vite, mais quand vous avez 90 tonnes en roulage qui doivent s'arrêter, forcément, ça ne s'arrête pas à l'instant T. Donc l'accident peut vite arriver. Donc ça, il faut vraiment que tout le monde en ait conscience. Par habitude, une fois qu'on est sur le terminal, on ne voit plus le gigantisme des outils qu'on a. Donc effectivement, on peut se sentir un peu plus à l'aise. Mais c'est quelque chose juste, voilà, pour le rappel, les bateaux qui sont accueillis à Fos, les engins qui travaillent à Fos, les bateaux ne passent pas sous le viaduc de Martigues, pour ceux qui connaissent le viaduc de Martigues. Et quand vous passez sur le viaduc de Martigues, vous trouvez qu'il est haut. Donc, juste dites-vous que vous êtes en bas du viaduc et que tout ce qui se passe, c'est au-dessus. Donc, je demande vraiment à ce qu'il y ait une prise de conscience et un respect des règles. Et s'il y a un doute ou s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Vous avez autour de vous, à la maintenance ou au HSE ou sur le bord à quai, des professionnels qui peuvent vous répondre et qui peuvent vous conseiller. D'accord? Ne jamais hésiter plutôt que de s'engager dans une voie qui risque d'être dangereuse. Donc, voilà, moi je tiens à vous sensibiliser sur ce sujet-là. J'espère voilà, qu'il n'y ait pas d'accident sur le terminal, forcément. Et j'espère que tout votre personnel restera sain et sauf chez nous. Je laisse la parole à nos amis du HSE qui vont vous dérouler le plan de prévention. Soyez attentifs, parce qu'on fait des audits sur le terrain et quand on n'a pas les bonnes réponses, ça nous chagrine un peu. Donc soyez attentifs. Messieurs, mesdames, merci beaucoup et bonne continuation. Merci Laurent. Donc on va prendre la suite avec Carla. Alors, hop, Carla, c'est bon pour toi? Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter le plan de prévention de Eurofos. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous fournir l'ensemble des éléments nécessaires pour que vous puissiez intervenir au sein de nos terminaux en sécurité.
Attendez. Donc, tout d'abord, on va vous présenter Eurofos avec les objectifs communs et l'analyse des accidents de travail. Puis, par la suite, Maxime Leduc vous présentera le top 10 des dangers chez Eurofos, le top 6 des zones à risque sur le terminal et les remontées d'informations. Donc, déjà, dans le contexte actuel, nous avons mis en place le port du masque obligatoire au sein de l'entreprise avec une distanciation physique de près de 1 mètre. L'ensemble des engins sont nettoyés à chaque utilisation. Nous avons aussi des poubelles dédiées pour éliminer l'ensemble des déchets qui peuvent être contaminés. Et bien sûr, nous respectons les derniers protocoles sanitaires installés par l'État. Et vous serez averti en cas de Covid si un de vos salariés a été en contact avec le personnel d'Eurofos. Donc, Eurofos a une position stratégique en France qui lui a permis de développer des liens commerciaux à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Brésil et en Chine, avec qui nous traitons très souvent. Par la suite, nous traitons énormément en France, notamment à travers la desserte routière européenne, qui représente près de 80% de l'activité actuelle. Et aussi, nous traitons l'activité à travers le desserte fluviale qui va souvent vers Lyon et Québec. Donc, grâce à son style de management, Eurofos a pu se certifier au fil des années, notamment en termes de qualité, d'environnement, de sécurité et de sûreté. Donc, à travers des certifications ISO 9001, l'ISO 14001, 28000 et 45001. Eurofos a une capacité de 1,5 million de EVP, qui sont en fait des conteneurs, pour une longueur de 1900 mètres, avec près de 82 hectares sur le terminal. Donc, pour assurer l'activité et la croissance annuelle qui est de 27,2, nous employons près de 240 employés actuellement et dont plus 600 dockers qui interviennent souvent sur les terminals. Donc, pour assurer cette activité, nous utilisons pas mal d'outils qui, notamment en termes de hauteur. Donc, nous avons 8 portiers actuellement, donc les 4 plus grands du monde, 56 cavaliers, dont certains électriques et d'autres qui roulent au diesel, 4 reach stackers, 5 élévateurs frontaux, une grue, 4 tracteurs et 6 nacelles. Donc, l'activité principale de Eurofos est le chargement, déchargement des conteneurs qui représente près de 98% de l'activité. Donc, il y a différents tailles de conteneurs qui peuvent varier de 6 à 12 mètres. Par la suite, Eurofos comme cette activité par l'élingage et le levage de breakables, qui sont des colis lourds et hors gabarit. Et aussi, nous faisons de l'empotage, du désempotage, qui représente 1% de notre activité, qui sont pour des marchandises qui ne sont pas aux normes standards. Donc, les horaires de travail au sein de nos locaux varient en fonction du secteur. Donc, pour ceux qui sont sur les navires, ça se déroule en 3 shifts. Donc, soit de nuit, soit de matin, soit d'après-midi. Ensuite, tout ce qui est pour la gate, pour les camions, ça se déroule en 2 shifts. Donc, soit du matin, soit de l'après-midi, ça dépend. Et puis, pour le CFS et les bureaux, c'est les horaires normaux comme vous le faites. Donc, l'organisation est décomposée entre Ports Énergie et Eurofos. Donc, nous avons Louis Jonquière, qui est notre directeur général, et Jacques Nouk, notre directeur commercial, Dembassa financier, et Christelle Lebrun, qui est le directeur des ressources humaines sur le Ports Énergie. Et ici, au sein des locaux d'Eurofos, il y aura Laurent Pasquetta, que vous avez vu avant, qui est le directeur des opérations techniques. Puis Lucien Soisson, qui est le responsable QSE, et Cathy Saucé, qui est responsable des ressources humaines. Donc, lorsque vous allez intervenir sur Eurofos, vous allez être en collaboration avec la cellule HQSSE,
qui est composé de M. Soisson, Mme Dorster, moi-même, M. Leduc, qui va intervenir plus tard, et M. Abbas. Par la suite, en termes de correspondant technique, vous allez être en collaboration avec M. Machrak et M. Gauthier. Et en termes de direction des opérations, ça sera M. Pasqueta et M. Ivanez. Donc aussi, si vous rencontrez un problème au sein des locaux, vous pouvez directement vous adresser aux membres du CSCT, qui sont M. Baye-Noël, Bourg-Nicolas, Andrea Frédéric et Tariqet Karim, qui écoutera et défendra vos droits, le droit des salariés. En termes de si en cas il y a un gros accident ou que vous avez un doute sur une activité qui peut vous poser problème, vous avez le droit d'appeler l'inspection du travail avec les numéros et le CARSAT qui avec, dont les numéros sont dans le plan de prévention qu'on vous a joint préalablement. Alors, le plan de prévention, il est nécessaire dans toutes les sociétés qui est en interférence entre les activités avec les entreprises, notamment de ROFAS. Donc, c'est une mission de coordination. Il est important que l'ensemble des salariés qui interviennent au sein de nos locaux respectent l'ensemble de la sécurité et des règles que nous avons mis en vigueur. Et bien sûr, il y aura des contrôles et des audits pour s'assurer que tout se passe correctement. Donc, l'objectif commun, c'est qu'il n'y ait aucun accident, aucune atteinte à la personne, aucun dommage à l'environnement et zéro défaut. Donc, s'il y a vraiment un problème ou une activité qui vous pose problème, il est important qu'un de vos équipes vienne soit nous voir, nous, l'HQSSE, soit les représentants avec qui ils sont en collaboration. S'il y a un doute, il ne faut mieux pas essayer de faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, nous avons très peu d'accidents sur le sein de ROFAS, mais nous avons quand même une belle répartition des sièges de liaison. Donc, nous avons la plupart des sièges de liaison qui interviennent sur notre site sont notamment au terme du haut du corps. Donc, ça représente près de 64% des accidents. Le bas du corps qui sont à peu près à 26%. Et après, il y a le haut du corps qui représente très peu de pourcents, je crois. 10%, voilà. Merci. Donc, la répartition des causes. Donc, la plupart des accidents qui ont lieu sont soit des chutes à cause de matériaux sur le quai, soit des coupures ou des chocs, notamment sur les navires. Et le geste et posture, car ici, on porte beaucoup de matériaux lourds. Donc, il y a beaucoup d'accidents qui sont liés à ces causes. Donc, au fil des audits 2020-2021, nous avons réalisé très peu d'écarts. Donc, la plupart du temps, ce sont des écarts sur des actions dont nous n'avons pas la main dessus, notamment sur la circulation, l'outillage et les consignes de sécurité qui ne sont pas bien respectées par les salariés qui entrent sur notre entreprise et qui travaillent pour nous, et les situations d'urgence qui ne sont pas connues, notamment pour les points de rassemblement et les points de défibrillateurs qui ne sont pas très connus au sein de l'entreprise. Donc, en termes d'indicateurs HSE, on a des bons taux. Cependant, on a quelques écarts en termes de propreté, d'outillage et de consignes, comme vu préalablement, mais aussi, nous avons aussi des bons taux en termes d'atelier de portier, qui est l'endroit où il y a le maximum d'accidents et où on n'a pas vraiment la main, c'est au niveau du CFS et sur la zone reefer. Donc, le niveau global d'outils est supérieur à 90%. Cependant, on a eu des écarts au niveau de la zone reefer, comme dit préalablement, et sur le navire et sur les bords à quai. C'est là où on n'a pas vraiment la main, on va dire. Donc, les situations d'urgence, ils sont la plupart du temps connus, mais on a encore du travail là-dessus. Les consignes de sécurité aussi, il faut que les intervenants de notre entreprise commencent à
à bien les connaître. Et puis les outillages qui posent encore un peu problème, mais qui se règlent au fur et à mesure et qu'il y a des mesures. Je vais passer la main à Monsieur le Duc. Merci Carla. Donc, bonjour à tous pour ceux qui arrivent en cours de route. Je vois qu'il y en a qui nous ont rejoints. Donc, je m'appelle Maxime Leduc et je fais partie du service HPSSE d'Europhos. Je vais vous présenter la suite et le reste du plan de prévention, en commençant par vous présenter le top 10 des dangers Europhos. Donc, il y a une étude qui a été faite avec un groupe de travail depuis quelques années maintenant, où il y a un classement qui a été fait des dangers les plus présents et les plus importants sur notre terminal. Donc, évidemment, le danger le plus important chez nous, c'est le risque d'écrasement d'un piéton par un engin ou un autre véhicule, et également la collision entre deux engins et deux véhicules. On a beaucoup de coactivité, des engins de manutention lourds avec beaucoup d'angles morts, donc vous comprendrez facilement que c'est la cause principale. Chute de matériel également, par exemple au bord à quai, quand on passe sous un portique, par exemple en maintenance, ou dans les ateliers où on peut avoir des travaux en hauteur. La chute de hauteur d'une personne, soit en l'absence de protection collective, ou bien avec les nombreux travaux qu'on fait avec les nacelles dans les ateliers. On a également le danger de renversement d'un engin, comme on a beaucoup de cavaliers, et notamment des cavaliers qu'on appelle des 3+1, encore plus haut que les générations précédentes. Il y a beaucoup de sécurité intrinsèque, mais il suffit qu'on fasse une erreur. Si c'est un cavalier qui vient se coucher, il y aurait quand même de lourdes conséquences, donc c'est un danger présent chez nous. Les trois dangers qui suivent, ce n'est pas forcément des dangers qu'on peut facilement maîtriser, comme par exemple les facteurs médicaux, psychosociaux, les drogues et alcool. Ça, c'est lié à l'individu. On peut faire que de la sensibilisation, mais agir en amont, c'est un peu plus compliqué. Pollution atmosphérique, c'est plutôt lié à l'environnement de travail dans lequel on se trouve avec les nombreux sites Céveso qu'on a en face de chez nous, dans la DARS, les sites Céveso. Également, les libérations d'énergie. Par exemple, dans les ateliers, des flexibles d'air qui sont sous pression, s'ils venaient à lâcher, et par exemple, s'il n'y a pas de câblette anti-fouet, ce genre de protection, on peut avoir quand même de lourds accidents. Et enfin, la manutention manuelle de charges lourdes, ça paraît anodin. Pourtant, c'est la cause principale des AT qu'on a chez nous en interne, du moins. Au niveau des EPI, donc les équipements de protection individuelle, le minimum à avoir chez nous, si par exemple vous êtes un encadrant, vous venez auditer vos équipes, le minimum, ce sera chaussures de sécurité, un moyen haute visibilité, donc un gilet jaune par exemple, fluo, et un casque. Évidemment, si vous venez travailler, en complément de ça, il y aura un vêtement de travail, des gants, des lunettes et peut-être des EPI complémentaires comme les protections auditives suivant vos travaux ou les zones où vous travaillez, et peut-être un harnais et ce genre d'autres EPI complémentaires. Donc, concernant le danger lié à l'écrasement d'un piéton par un engin, ce qu'on présente en priorité, c'est la protection collective avec nos conteneurs de sécurité. Quand vous devez intervenir, par exemple, on a l'exemple ici des travaux de peinture sur le terminal, donc au milieu du parc, évidemment, c'est interdit aux piétons, il n'y a que des cavaliers qui circulent. Mais si on doit faire des travaux d'enrobé, de goudron, de peinture, on va amener les équipes sur le terminal en ayant demandé préalablement l'arrêt des opérations totales de tous les engins. Une fois que tout est arrêté, on encadre les équipes, on les positionne, on les sécurise avec des conteneurs de sécurité, on les enferme, entre guillemets, on les met en sécurité. Et ensuite, les opérations peuvent reprendre pendant qu'ils travaillent en sécurité. Et s'ils veulent sortir, on fait la procédure inverse. On arrête l'activité du terminal, on débalise, ils sortent, et ensuite l'activité reprend. Donc c'est pour ça qu'on reste très vigilant dès qu'on peut avoir un piéton à proximité des zones de travaux ou à proximité du parc. Voilà, c'est très très important. La collision entre les engins dans l'écrasement piéton, toujours, par exemple, au niveau des éco-points qu'on a sur le terminal avec les nombreuses bennes de tri des déchets. C'est des opérations ponctuelles et courtes, mais si vous avez un camion qui vient déplacer une benne à côté de votre lieu de travail, on vous demandera juste de bien rester en retrait et attendre qu'il ait fini de décharger sa benne, et ensuite vous reprenez le travail. C'est des opérations courtes, mais si un accident vient à se produire, ça peut avoir encore une fois de lourdes conséquences. Idem pour les travaux de pompage ou de remplissage de citernes, ou lorsqu'on fait pomper des hydrocarbures. Donc, c'est des travaux en interne pour l'entreprise qui fait ça. Il y a des règles liées à l'incendie et l'explosion qui sont gérées. Mais vous, autour, évidemment, c'est comme dans une station-service. Évidemment, on ne fume pas, on ne téléphone pas et on n'amène pas de source de chaleur pour ne pas générer d'incendie ou peut-être même une explosion. Pour ce qui est des travaux de feu, on y reviendra plus tard. Là, on parle vraiment au niveau des EPI. Pour tout ce qui est meulage, soudure, ce sera
lunettes étanches pour le tuyauteur, la personne qui va meuler, protection anti-bruit au niveau des travaux de meulage. L'idéal, ça serait d'avoir des doubles protections, parce qu'on peut avoir des pics de niveau sonore à ce moment-là. Donc, bouchon d'oreille plus casque anti-bruit. Au niveau des protections des mains, donc gants à manchette, tablier de soudeur ou au moins un boléro de cuir pour pas avoir les EPI qui se dégradent au fur et à mesure des opérations. Et pour les soudeurs, évidemment, le masque de soudeur, hein. Pour ce qui est du travail en hauteur, donc on a très peu d'échafaudage chez Rofos, c'est très rare et très ponctuel. Si vous avez des travaux sur échafaudage, pour ceux qui interviennent par exemple sur les sites Céveso, là-bas c'est plus courant. Si un échafaudage dispose d'une pancarte rouge au niveau du moyen d'accès, évidemment on ne monte pas dessus, il est soit en cours de montage, soit non conforme. S'il y a une pancarte verte, on s'assurera qu'il soit bien réceptionné par la société utilisatrice. Et après, pour tout ce qui est travail en hauteur, donc sur nacelle, sur un échafaudage modifié, si besoin pour des raisons techniques, on mettra le harnais de sécurité. Le harnais de sécurité doit être vérifié et disposer obligatoirement de 2 longes d'une longueur de 1 mètre maximum. C'est bon. En complément du plan de prévention, une fois que le plan de prévention sera validé par notre service, vous ne pourrez pas travailler chez nous tout de suite. Il faudra évidemment, avant d'intervenir le matin, avant le début des travaux du moins, vous présenter au service maintenance avec votre contact encadrant Eurofos et compléter le permis de travail. Donc le permis de travail, il se complète donc à la maintenance. On a un panneau où on les affiche tous pour avoir un visu sur tout ce qui se passe sur le terminal par zone. Vous le compléterez donc à votre arrivée. Vous mentionnerez donc les équipes présentes, votre travail, les dangers, les phases de prévention à appliquer. Il faudra le signer avec un mainteneur Eurofos. Ça, c'est au démarrage. Si vous revenez le lendemain, il faudra le re-signer au verso tous les jours et qu'il soit à jour tout le temps. C'est-à-dire que s'il y a un travail qui vient changer une phase qui n'est pas prévue, on ne démarrera pas le chantier, on mettra à jour le permis. Dans tous les cas, on n'improvisera pas. Il faudra vraiment que ce que vous fassiez sur le terrain, ça soit écrit sur le permis. Sinon, on ne sera pas conforme. La minute sécurité, c'est une nouveauté qu'on met en place. Elle est déjà en place sur de nombreux sites voisins où il y a une vraie culture sécurité. Donc, on souhaite que soit on aura notre trame à vous proposer, on la joindra à la présentation du PDP, vous l'aurez. Si vous avez des trames qui vous appartiennent en interne, évidemment, vous pourrez les utiliser. Mais l'idée, c'est une fois qu'on a fait le permis de travail avec la maintenance, sur place, avec vos équipes, vous complétez cette trame pour être sûr que vous allez démarrer le travail en sécurité et une fois de plus que vous n'allez pas improviser. Ça, c'est avant d'intervenir. Pendant l'intervention, il y aura quelques questions aussi à se poser. C'est juste pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de changement de situation. Ça, c'est hyper important. Et à la fin, un petit débrief interne, s'il y a des choses à faire remonter pour améliorer la sécurité chez nous. Dans tous les cas, cette fiche, elle sera ramenée en fin de journée quand vous faites le point sur les travaux réalisés avec votre correspondant Eurofos et nous, on la gardera. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté le top 10 des dangers présents chez Eurofos. Il y a également d'autres classements qui sont faits. Donc, par exemple, celui-ci, c'est le top 6 des zones à risque. Donc, en premier, il y a le bord à quai, donc ce qu'on appelle la zone où les portiques translatent et font du débarquement. Donc, on retrouve les différents dangers, quasiment tous les différents dangers qu'on a présentés précédemment. Ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est la chute d'objets. La chute d'objets, pour moi, c'est le plus important. Et les phases de translation des portiques, où il ne faut pas rester à côté, évidemment, on va rentrer en détail juste après. La zone navire, je pense que très peu d'entre vous montent à bord des navires, si ce n'est pour des réparations mandatées par le navire lui-même. On verra également les consignes plus tard. Les ateliers, donc l'atelier, ça regroupe l'atelier de métallurgie, l'atelier spreader et cavalier, et les zones extérieures aussi. C'est une zone assez grande. Il y a beaucoup de coactivité, les engins circulent à allure très faible, mais il y a quand même des engins qui circulent, donc il faut toujours avoir son gilet haute visibilité, respecter les cheminements piétons et bien respecter ce qui est convenu sur le permis de travail. Le CFS, c'est une zone à part où on procède à de l'empotage, du dépotage. Ils ne sont pas très nombreux, mais c'est une zone très fermée. Il faut obligatoirement s'annoncer avant d'aller dans cette zone. Et de toute manière, quand vous y allez, normalement, vous êtes bien encadré. Pareil, on va faire une présentation juste après. Et la zone d'échange camion, donc c'est une zone où les cavaliers chargent les châssis de camions, leur donnent un conteneur ou en récupèrent un. Il y a beaucoup de coactivité. On a à peu près 1200 camions qui viennent chaque jour, voire 1500 en pointe. On va la présenter également après.
Donc la vue d'ensemble du terminal, vous voyez la zone en rouge, évidemment ça c'est la zone où on ne souhaite pas de véhicules légers, pas de piétons. On peut y aller sous certaines conditions pour des travaux bien encadrés. Et on voit les moyens de secours, la remorque de rétention pour les conteneurs fuyards et les moyens d'évacuation lorsqu'on a un conducteur cavalier qui est blessé ou quand on a un blessé à bord d'un navire. Pareil, on va leur expliquer juste après pendant la vidéo. Donc ça, c'est la vue d'ensemble du terminal. Donc à l'entrée, quand vous passez le poste de garde, vous avez tout ce qui est inspection et douane. Le PIF, c'est le poste d'inspection frontalier. Et la zone scan douane. Donc, c'est des zones qui ne nous appartiennent pas, mais vous allez peut-être pouvoir être amené à travailler à proximité. Ensuite, vous avez la zone d'échange camions. Donc, comme je vous disais, c'est là où on a à peu près 1200 camions jour. Il faut être très vigilant. On a une explication plus détaillée juste après. La zone de gare, où il y a moins de cavaliers qui circulent, mais des engins plus dédiés au chargement des wagons, avec une zone de circulation à respecter vraiment de manière scrupuleuse. Le bâtiment administratif, c'est là où vous allez faire signer vos permis le matin avant d'attaquer. Vous passerez voir les responsables maintenance ou nous-mêmes le service HSE s'il y a besoin de renseignements. Le CFS, donc la zone d'empotage, il n'y a qu'un seul moyen d'entrer et de sortir. On va le présenter encore une fois juste après. Derrière, il y a le parc des vides, où on va retrouver des cavaliers, des risk-takers, des engins d'intention et également, encore une fois, des poids lourds, qui sont des sociétés encore extérieures. L'ensemble du parc à conteneurs, enfin du moins une partie sur cette vue, et le bord à quai. Donc le bord à quai, c'est là où les portiques qui translatent et les cavaliers viennent chercher les boîtes. La zone navire. Et pour finir, donc la zone reefer, on a 3 rampes reefer, c'est là où on stocke les conteneurs frigorifiques, donc avec des risques électriques, des collisions d'engins et surtout beaucoup de bruit quand les rampes elles sont chargées. Il faut bien mettre les protections anti-bruit. Et les ateliers de maintenance, donc là on voit surtout l'atelier cavalier, mais ça regroupe également l'atelier spreader et derrière la chaudronnerie. Donc, mais encore une fois, même si les engins circulent lentement, il faut être très vigilant dans cette zone. Donc là, c'est la vue de dessus des 6 zones à risque. Donc la zone reefer, on a 3 rampes ici et une zone tampon au nord du terminal. Et après, on retrouve les différentes zones, surtout les ateliers ici, à proximité des bureaux où vous intervenez normalement. Donc à votre arrivée chez Europos, donc vous avez soit des badges permanents, soit des demandes à faire, des demandes en ligne qu'on valide. Donc tout simplement, ce qu'on demande, c'est respecter le code de la route. Et on a encore des points améliorés de ce côté-là. Donc mettre la ceinture de sécurité, ne pas téléphoner au volant et se signaler lorsqu'on change de direction. On a quand même quelques incidents liés à ça et ça serait bien que ça s'améliore. Donc, à votre arrivée au poste de garde, s'il y a le moindre souci, un doute, vous pouvez nous appeler. Et ils ont également des plans à vous remettre pour vous situer avec des consignes de sécurité, des consignes à prendre en compte qui sont affichées pour la sûreté. Et au niveau de la circulation, on est limité à 30 km/h. Il y a certaines zones où vous verrez des panneaux à 50 km/h, c'est dans la ligne droite, mais principalement partout, on est à 30 km/h. Donc, un rappel sur le code de la route, simplement. Et chez nous, comme de nombreux sites, on stationne en marche arrière à votre arrivée. Donc, les moyens de secours qu'on a chez nous, qui étaient qui étaient avant dans la diapo. Donc, on a une remorque de rétention pour les conteneurs fuyards. Donc, dès qu'on a un conteneur qui est en coulage, soit suite à un incident ou un défaut, on le fait positionner sur cette remorque. Qu'on ait des produits dangereux ou pas, il ira dessus. Et c'est comme ça qu'on va maîtriser au mieux les pollutions accidentelles qui peuvent se produire. Et on fera pomper la remorque et on nettoiera autour. Il n'y aura pas d'épandage qui iront à la mer. Au niveau de la nacelle rouge qui est au milieu, c'est la nacelle d'évacuation du conducteur cavalier qui serait en détresse. Donc, c'est acheminé avec un autre cavalier à proximité du cavalier en détresse. C'est prenable comme un conteneur, sauf qu'il y a une plateforme déportée. Et les pompiers et les secours montent dessus en sécurité et peuvent intervenir sur le cavalier avec des moyens adaptés et pas par les crinolines. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé pour la victime. Et enfin, la nacelle jaune, c'est le même principe, mais c'est pour aller secourir une personne à bord d'un navire qui s'est blessée. Donc, on la récupère avec un cavalier, comme un conteneur. On la met au milieu, entre jambes du portique. Et le portique passe en vitesse lente pour monter les personnes à bord du navire. Et on peut intervenir, pareil, en sécurité, sans évacuer la victime par la coupée du navire. On verra un peu plus tard.
Donc au niveau du bord à quai, l'accès, il y a un seul et unique accès depuis quelques années maintenant. Ça se fait par le sud. La vitesse, elle est limitée à 30 km/h. On est assez vigilant sur ce point, qui reste perfectible malheureusement. Donc il y a une zone pour stationner qui est juste à côté de la zone de circulation. En aucun cas, il faut franchir cette zone, parce qu'on se retrouve tout de suite sur des lignes, les lignes blanches qu'on voit. C'est les lignes de dépose des containers. Donc on a une interaction avec le portique, les containers et les cavaliers. Donc ça, c'est pas acceptable, c'est beaucoup trop dangereux. Donc tout est bien signalé au sol, il faut bien le respecter. Quand on passe à proximité d'un portique, donc on peut passer dessous, bien évidemment, si on doit aller à l'autre bout du quai. Ce qu'il faut respecter, c'est la charge en mouvement. On laisse toujours passer le portiqueur en priorité. Qu'il y ait un conteneur ou pas, on ne passe pas sous la charge, on ne passe pas sous le spreader, la partie qui attrape les conteneurs. Il y a trop de risques, si ne serait-ce qu'une pièce venait à tomber, ça pourrait avoir de lourds impacts. Au niveau de votre sortie, vous repartez par l'accès Boraquet Sud. En aucun cas, on peut couper le parc. Évidemment, il y a tous les cavaliers. S'il y a une collision avec un cavalier, c'est pareil. Si vous montez sur le portique, il y a quelques pictogrammes de rappel sur les risques aux abords du portique, en bas de l'échelle ou à proximité du mont de charge, pour ceux qui interviennent sur les portiques, et des bouées également à demeure sur les portiques si besoin, et sur les navires également. Donc sur les navires, si certaines sociétés sont amenées à y monter, c'est surtout au niveau des accès qu'on insiste. L'accès se fait par une coupée, c'est un escalier qui est plus ou moins haut. Ce qu'il faut impérativement vérifier, c'est que le bas de la coupée repose bien sur le quai, qu'il ne soit pas en suspension sur l'eau, même s'il est bien tenu. Ce n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait bien tous les garde-corps et des filets de sécurité présents. En général, c'est fait. Si jamais vous constatez qu'il y a un écart sur ça et que vous devez aller travailler à bord pour l'armateur, vous pouvez nous le faire remonter, on le fera suivre au bord. La circulation sur le parking, vidéo. Donc en arrivant au niveau des bâtiments pour les permis le matin, donc il y a les sens de circulation à respecter. Il y a une seule entrée possible. Il y a des marquages au sol, des panneaux. On ne peut pas faire mieux que ça. Il y a des cheminements piétons qui sont à respecter. Si vous avez du matériel à déposer par l'entrée magasin qui est située côté bâtiment, donc évidemment on le fait en marche arrière. Et si vous devez vous garer, encore une fois, faites-le en marche arrière s'il vous plaît. Là, on a des exemples, c'est des cas qu'on voit, hein, des personnes qui coupent le parking à contresens, qui se garent en marche avant et qui, des fois, se baladent un peu. Là où il ne faut pas, là, ils se baladent au niveau de la Gate Express où il y a potentiellement des poids lourds en journée, donc c'est très dangereux. Excusez-moi. Au niveau des travaux dans l'atelier, si vous êtes amené à y aller, donc nous en interne, on a c'est pas des permis de travail, c'est des ordres de travail, c'est un peu le même principe. Donc vous aurez un permis et tout sera vraiment marqué dessus. Dans l'atelier, vous aurez de la coactivité avec nos personnels. Il n'y aura pas de travaux superposés, tout sera balisé. Mais dans tous les cas, si vous voyez qu'il y a un changement de situation, il faut vraiment le faire remonter et vous êtes en direct avec nos mainteneurs. Il n'y a pas, il y a pas d'erreur possible à ce niveau-là. On compte sur vous pour que dans l'atelier, ça se passe bien. Si vous êtes amené lors de vos audits ou des causeries à faire sur votre personnel qui travaille chez nous, donc vous venez, on les fait ensemble, hein, on a des EPI à vous prêter et surtout on vous fera un rappel à côté de la pancarte de sécurité. Donc ce sera chaussures, casque et gilet au minimum. Ça c'est vraiment pour les visiteurs ou si vous voulez auditer vos équipes. On a un rappel plus approfondi qui est fait sur place avec tous les panneaux. Donc on a 3 ateliers, chaudronnerie, spreader, celui qu'on voit sur la vidéo, et cavalier un peu plus loin. Dans chaque atelier, du moins spreader et cavalier, on a des défibrillateurs, donc c'est des emplacements à connaître, à rappeler aux équipes, et également des bennes de couleur avec des étiquettes. C'est pour faciliter le tri des déchets. On a des grosses bennes et on a aussi des bennes d'appoint. Donc on compte sur vous également pour le tri des déchets et qu'on ne se retrouve pas avec des écarts. On a des doubles de sécurité qui sont signalées évidemment, avec d'autres pancartes pour les indiquer dans chaque atelier, et les numéros d'alerte qui sont rappelés sur des écriteaux et également sur nos écrans de communication. Et vous les avez aussi sur les permis de travaux. Soyez vigilants, comme je le disais, si vous travaillez à proximité de notre personnel, on aura des travaux, de la coactivité, par exemple là une nacelle avec un balisage, évidemment on ne va pas aller passer dessous, et si on a quelque chose à faire, on fait un point d'arrêt et on en discute, et on modifie le permis encore une fois. Et c'est pareil pour les ateliers qu'on a à l'extérieur, on a des points aussi des fois de travaux situés à l'extérieur, ça fonctionne de la même manière.
Le CFS, donc le centre d'empotage, de dépotage, ce n'est pas une zone qui est très grande. Il y a un très grand hangar, par contre. On a à peu près 4-5 personnes qui travaillent à temps plein, parfois plus selon les travaux. Quand vous y allez, il y a un risque de coactivité avec eux, donc il y a une manière de procéder. Donc soit vous arrivez, vous vous présentez au bureau et ensuite vous passez par l'accès véhicule, soit vous faites comme sur la vidéo. Ça, c'est une vidéo qui est destinée plutôt aux conducteurs poids lourds qui viennent faire des transactions avec le CFS, mais c'est valable pour vous aussi, hein. Vous arrivez, vous vous arrêtez au stop et vous vous présentez pour qu'on vous ouvre la barrière et qu'on ait pris connaissance d'une présence humaine supplémentaire sur cette zone. Là, vous voyez, il y a beaucoup de manutention, c'est des manutentions spécifiques. On ne prend pas les conteneurs de la même manière que sur le parc, hein, ça demande d'autres moyens, d'autres engins. Il y a des poids lourds, il y a le conducteur poids lourd qui est en retrait, qui connaît les consignes de sécurité, il passe des formations pour venir chez nous, tous les conducteurs poids lourds. Donc, si vous venez sur le CFS, respectez bien les consignes qu'on a stipulées dans le PDP. Dans le hangar, si vous avez besoin de le traverser, faites très attention, il y a un changement de luminosité qui est important. Et si vous avez besoin de circuler à pied, c'est possible, mais empruntez exclusivement les cheminements piétons, ils sont marqués au sol, et on ne se retrouvera pas dans ce genre de situation qu'on voit sur la vidéo. La zone d'échange camion, ça c'est un point important. C'est une zone, donc il y a beaucoup de poids lourds, il y a des cavaliers à certains endroits qui sont en contact avec les poids lourds. Si vous avez besoin d'y aller, il faut suivre le cheminement comme pour les poids lourds. On va l'expliquer sur la vidéo, c'est bon. Donc ça c'est pareil, c'est un extrait de la formation, des vidéos de formation pour les conducteurs poids lourds qui viennent chez nous. Tous les poids lourds qui viennent, ils ont une formation. Au bout d'un an, la formation, elle est à repasser, à recycler pour qu'ils soient à jour. S'ils n'ont pas fait la formation, ils ne peuvent pas rentrer chez nous. Donc là, on vous présente un extrait de cette formation pour prendre en compte les risques. Donc là, on explique que chez nous, il y a il y a des points d'arrêt, il y a des stops à respecter aux intersections et surtout le stop central, c'est le stop cavalier poids lourd. On a des barrières. Si elles sont en maintenance, le feu rouge sera clignotant. On respectera le stop et on laissera passer dans tous les cas les cavaliers. Les cavaliers sont prioritaires. Et on prend le temps de marquer le stop, de s'arrêter. On ne peut pas se permettre d'avoir une interaction entre un cavalier et un autre véhicule, que ce soit un poids lourd ou un véhicule léger. Donc la zone, elle est découpée en 3 zones. Ça, c'est plutôt destiné aux conducteurs poids lourds, mais vous cheminerez sur le même circuit que les poids lourds. Il y aura une zone de retournement au bout. Même si les poids lourds manœuvrent, sont plus lents que vous, on doit rouler au pas dans cette zone, c'est-à-dire à peu près 10 km/h. En aucun cas, on double un poids lourd qui est en train de manœuvrer ou en train de rouler. On les laisse manœuvrer. On a des préventeurs sécurité à qui on a fait appel via une société extérieure. Donc, ils sont 4 par jour, 2 le matin, 2 l'après-midi. Ils sont là pour regarder que les règles de sécurité soient respectées en zone d'échange. C'est une zone sensible pour nous. Donc, ils sont amenés à regarder ce que les poids lourds font au niveau de la sécurité et on prend des sanctions si besoin, s'il y a des manquements. Ce sera également valable si on a des manquements avec des entreprises extérieures dans cette zone. Si on a des piétons qui vont se balader, qui ne respectent pas les balisages, on ne pourra vraiment pas se permettre le moindre écart dans cette zone. Donc on a très peu de travaux avec des sous-traitants dans cette zone, mais quand il y en a, on est très vigilant aussi avec nos préventeurs. La zone reefer avec les 3 rampes reefer. Donc c'est une zone dangereuse. C'est une zone sécurisée via des conteneurs. On peut aller dedans en sécurité évidemment, mais c'est une zone dangereuse quand on a des cavaliers qui sont à proximité pour récupérer ou poser des conteneurs. On va voir sur la vidéo. Donc avant d'entrer dans l'une des rampes, sur la vidéo, on voit on appuie sur un interrupteur. Aujourd'hui, il n'y a plus d'interrupteur, c'est un tourniquet automatique. Quand vous rentrez, vous passez un tourniquet et ce tourniquet, il incrémente un compteur qui s'assure que du moment qu'il y a au moins une personne qui va au milieu des rampes sécurisées, des rampes reefer, les gyrophares de sécurité soient activés. Ces gyrophares, ils permettent de signaler votre présence pour les cavaliers. On n'empêchera pas les cavaliers d'aller prendre des boîtes à proximité de la rampe. Il y a tellement de transactions effectuées. Mais la rampe, elle est sécurisée en dur avec des conteneurs, des garde-corps. Il y a des systèmes de bloc-roues pour les cavaliers pour les empêcher d'aller au contact de la rampe. Et en plus, quand ils voient le gyrophare activé, ils savent qu'il y a une présence humaine. Donc, encore plus, ils feront attention. S'il y a le moindre écart ou si vous constatez des défaillances sur la protection collective ou autre dans cette zone, signalez-le sans délai. C'est hyper important pour nous. Et pensez surtout à mettre des protections auditives quand la rampe elle est pleine de frigo. C'est des conteneurs avec des compresseurs de froid. Ça fait énormément de bruit. Donc, les protections auditives, elles sont obligatoires dans cette zone. La zone gare, c'est une zone où on a des cavaliers qui passent à proximité déposer des boîtes. On a un reach taker qui charge les rames de wagon, les rames de train, pardon, et un livreur dans une VL. Il y a tout simplement un cheminement des règles de circulation à respecter. Donc là, on va voir
Le reach taker en question, donc c'est pas un cavalier, hein, ça reste un engin de manutention lourd avec des angles morts. Donc lui, son rôle, c'est d'attraper des boîtes qui sont sur la rame ou d'en déposer et de les mettre à disposition des cavaliers ou de faire le cheminement inverse. Donc il y a le conducteur du reach taker et c'est encadré également par un livreur docker qui est dans une VL avec lui. Donc si vous rentrez dans cette zone, ça se fait, il n'y a aucun problème, on peut avoir des travaux. Ce qui est bien, c'est de signaler la présence au livreur par la radio, ça vous pouvez le demander à une personne de la maintenance. Et surtout, c'est de bien respecter dans la voie de circulation qui tourne autour de la gare. Ça, c'est primordial parce que d'un côté, vous aurez les rames de train, même si elles sont à l'arrêt, on fait attention. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir nos engins de manutention. Et avec les nombreux angles morts qu'ils ont et le poids qu'ils font, environ 70 tonnes pour un cavalier, ils ne vous verront pas. Donc la voie de circulation, c'est celle-ci. Une bande jaune, une bande rouge. On roule au milieu comme la voiture qu'on voit sur la vidéo. Et on n'en sort pas. À part pour se croiser avec une VL, c'est tout. Et voilà pour les risques de la gare. Pour les sociétés qui possèdent un badge ou une clé d'entrée et de sortie qui ne passent pas par nous, dites-nous si jamais il y a des défaillances sur la barrière, parce que c'est un point sensible pour nous au niveau de la sûreté. Excusez-moi. Le parc des vides, donc la zone des vides, c'est la zone où on stocke les conteneurs qui sont vides. C'est des poids lourds qui viennent en récupérer ou en déposer, qui font des transactions. Et on a encore des interactions avec un reach taker, une alouette aussi, comme un peu à la zone gare, si vous voulez. On a une vidéo de présentation. Donc, encore une fois, c'est un extrait de la formation des conducteurs poids lourds qui viennent chez nous. Quand vous arrivez là-bas, il faut s'annoncer au livreur qui supervise la zone, donc c'est un docker. Vous attendez au stop, ils viendront vous prendre en charge, à part si vous êtes encadré à l'instant T par la maintenance, ils vous amèneront directement sur la zone, c'est eux qui seront en contact. Il faut toujours signaler sa présence et savoir et se manifester auprès du personnel. Hein. Donc les poids lourds, ils ont pour consigne de rentrer dans la zone un par un, de rouler au pas, donc environ 10 km/h, de rester à proximité du camion autour de la cabine, de jamais se balader à pied dans la zone, parce que ça fait partie du parc, on peut avoir des engins qui circulent, ils ne vous verront pas en tant que piéton. Et ensuite, quand ils font des transactions avec les poids lourds, qui prennent une boîte ou qui en déposent, donc le conducteur reste à côté de sa cabine, toujours en visu du conducteur de l'engin. Ce n'est pas possible autrement, sinon il y a trop de flou et c'est là qu'un accident peut se produire. Et ensuite, une fois que la transaction est faite, et il dit que tout est OK, il ressort de la zone de l'autre côté. Cette zone, elle est en train d'évoluer. Il y aura un système de barrière à l'entrée, donc on fera une com si besoin sur ce sujet. C'est une zone où il faut vraiment faire attention. L'emplacement des moyens de secours et des points de rassemblement, donc on le voit sur la présentation. On a des défibrillateurs sur le port. Donc, pour l'instant, ils sont au nombre de 6. On en a 3 dans le bâtiment Eurofoss. Vous verrez principalement les 2 situés dans les ateliers. Vous en avez un dans l'atelier spreader et un peu plus loin à l'entrée, côté magasin. Chez nous, il y a les indications sur les murs. Donc, c'est les 2 qu'on a là côté maintenance. Et il y en a également un autre au 2e étage au service opération. Et sur le quai, on en retrouvera un au CFS, au centre d'empotage, donc un au local social et un au bord à quai au niveau du portique PS3. Sensiblement, c'est celui qui est toujours centré sur le port. On en rajoutera un deuxième aussi dans un autre portique prochainement. Les points de rassemblement, donc il y en a plusieurs sur le quai, ils sont marqués sur place. Dans le bâtiment, il y en a 3, un au croisement magasin, atelier spreader et 2 quand vous arrivez sur le parking de part et d'autre du bâtiment, sur l'aile sud et sur l'aile nord, vous ne pouvez pas les manquer. Ça, c'est à connaître, ils sont rappelés dans le PDP, la présentation du PDP. Si jamais on veut évacuer notre bâtiment suite à un départ de feu, par exemple, vous serez pris en charge par le binôme d'évacuation, guide fil, serre fil. Si vous êtes sur le quai, dans tous les cas, vous serez contacté par soit un HSE, soit un mainteneur par téléphone pour vous demander de vous rendre au point de rassemblement. C'est pour ça que le numéro de téléphone que vous inscrivez sur le permis de travail, il est très important parce que c'est avec ce numéro qu'on va vous contacter. Voilà, et vous demander de venir à l'appel des présents pour regarder s'il y a des victimes ou pas. Le tri des déchets, donc ça on insiste, je vais encore réinsister. Ça reste très perfectible, c'est des bennes qu'on met à dispo et pour nous et pour les entreprises extérieures. C'est étiqueté, c'est marqué au sol, c'est marqué sur les bennes juste à côté. Il y a des bennes vraiment partout. On trie le papier, le bois propre, les ferrailles propres, les déchets souillés, donc les DIS, et les déchets ménagers, les déchets propres. On a encore quelques écarts, donc on demande vraiment une amélioration de ce côté-là.
un plan de masse avec l'emplacement des bennes. Elles sont principalement toutes à proximité des ateliers. Je pense que l'ensemble des intervenants les connaissent. Donc c'est pareil, on a très peu, enfin c'est des opérations courtes, mais on a des sociétés qui viennent faire l'échange de bennes. Donc c'est marqué soit sur une pancarte à côté, soit sur la benne. Voilà, sur la vidéo ça y est pas, mais dans tous les cas c'est peint au sol, c'est marqué en gros. On peut pas se tromper, hein. On retrouve encore parfois des déchets souillés dans les cartons et on se retrouve à déclasser des bennes de carton parce qu'on a mélangé ça avec des déchets souillés et aujourd'hui c'est plus acceptable. Les remontées d'informations, ça, c'est très important chez nous. Ça passe par nos intervenants et également vous-même. On compte sur tout le monde. C'est une pyramide des accidents que je pense que vous connaissez ou sous différentes formes. Donc, on estime de manière statistique que pour une catastrophe, potentiellement un décès, avant ça, on aura eu des signaux avant-coureurs ou des événements qui seront passés. Par exemple, pour avoir une catastrophe, on estime qu'il y aura eu 30 accidents avec arrêt. Et avant ça, 300 accidents sans arrêt. Donc, des événements de plus en plus nombreux et de moins en moins importants. Donc, le plus facile, c'est qu'on puisse intervenir sur les situations dangereuses en les identifiant, en agissant. Et ça passe par vous, vos intervenants. Vous pouvez toujours venir au bureau, discuter des points améliorés chez nous. Faites remonter, ne serait-ce que lorsqu'il y a des câbles au sol qui traînent, un chantier n'est pas assez rangé. Même de notre côté, on pourra se mettre en question, évidemment. Mais on souhaite vraiment toujours rester dans ce niveau-là pour jamais monter. Donc, on fait des retours d'expérience au sein de notre société sur les écrans de communication, principalement ou via les causeries qu'on fait en interne. Donc, on donne un exemple. On a eu un accident par exemple sur un portique pendant une opération de maintenance. Ça travaillait en binôme. Il y avait des resserrages de crapauds qui étaient faits sur un chariot en hauteur, sur des rails, donc du matériel lourd et dans des zones un peu exiguës. Et quand il y a un manque de communication entre deux intervenants, on fait des travaux et on a une victime qui se retrouve avec la main coincée entre un chariot et un rail. Ça aurait pu être plus grave. Donc, des faits comme ça, on peut en avoir, hein, comme dans toutes les sociétés. On est transparent, on communique avec tout le monde. C'est affiché sur nos écrans de communication. Donc, si vous avez des causeries à effectuer chez nous, vous pouvez nous demander des retours d'expérience qui peuvent concerner des zones où vous allez travailler. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, à chaque fois, on fait un point sur ce qui s'est passé et ce qu'il faudrait mettre en place. Là, par exemple, ne jamais guider une manœuvre sans être en retrait, enfin, avoir une bonne coordination quand on travaille à deux. Faire un point d'arrêt, donc comme je le disais, la minute sécurité qu'on met en place, c'est là qu'elle va jouer un rôle important parce qu'avant d'aller travailler, on va faire un point sur les risques et dangers qui sont encourus. Pendant l'intervention, on reste vigilant et on fait remonter un changement de situation. C'est là aussi qu'on peut éviter des accidents et on fait un débriefing à la fin et on voit ce qu'on aurait dû mettre en place. Donc des retours d'expérience, on en a quelques-uns, on les partagera évidemment avec vous. Les causeries sécurité, donc nous, comme je le disais, on en fait en interne. Quand vous venez faire des audits, des visites chantiers pour des chantiers longue durée ou importants que vous avez chez nous, on est content de voir quand les HSE viennent, les responsables de travaux font des causeries auprès des équipes. On peut venir également avec vous les faire, c'est volontiers. Et des sujets, donc on en a. Et les causeries, on marque une causerie par semaine. Donc quand vous avez des chantiers longue durée, on demande à ce qu'il y ait des causeries qui soient faites et des audits également par vos HSE ou vos encadrants de chantier. Des fois, c'est bien aussi que ce soit les encadrants qui le fassent. Petit rappel réglementaire sur le droit de retrait et le droit d'alerte. Donc évidemment, vous venez travailler chez Rofost en interne, vous l'appliquez. Quand vous venez chez nous, vous l'appliquez aussi, c'est évident. Si jamais il y a un droit de retrait qui est exercé par l'un de vos salariés, on souhaite être au courant et on se concertera également avec notre CSSCT pour voir pourquoi ça a été appliqué. Peu importe de quel côté ça vient, dans tous les cas, on ne souhaite pas que ça se reproduise. Voilà, si des situations, quand il y a un droit de retrait est exercé, c'est des situations non acceptables. Donc on va agir là-dessus. Au niveau des moyens d'alerte en fonction des événements, donc ça, c'est affiché dans les couloirs, c'est rappelé brièvement sur les permis, c'est affiché dans les écrans de communication. En cas d'accident corporel, on appelle les pompiers, donc 112 depuis un portable, 18 d'un poste fixe. Dans tous les cas, on souhaite être alerté, le service HSE ou un mainteneur Eurofoss. On va être alerté parce que chez nous, on a notre procédure interne qui dit que dès qu'on a une victime, obligatoirement, on envoie un intervenant à l'entrée du poste de garde. Le terminal, il est assez grand et il est partagé également avec d'autres sociétés sur d'autres zones. Si les pompiers ils voient terminal à conteneur, zone d'intervention, ils peuvent mettre des jours à vous trouver. Donc, on envoie toujours un intervenant Eurofoss qui connaît les lieux au poste de garde, attendre les pompiers. Ça, c'est très important. Donc, c'est bien de prévenir les pompiers, mais il faut également prévenir Eurofoss. Et c'est tout marqué sur le permis de travail, encore une fois.
Si on a des événements liés à l'environnement, des écoulages, ou si vous voyez un conteneur en coulage qui n'a pas été identifié, donc là, on a les numéros qui sont rappelés pour la capitainerie et les pompiers, mais également Eurofoss, vous devez prévenir un HSE. Et si on a des problèmes de sûreté, ça peut se présenter. On a des numéros dédiés pour ça. Et dans tous les cas, s'il y a le moindre doute, on prévient le numéro qui est marqué sur votre permis. C'est votre interlocuteur de la maintenance et lui sait comment faire remonter l'info en interne. Un petit rappel, une présentation des évaluations qui sont faites au niveau des entreprises extérieures. Donc, quand on vous confie le PDP avant de faire cette présentation, il y a une fiche qui est à remplir. C'est la fiche L. Et dessus, on vous demande votre taux de fréquence, vos statistiques sécurité, donc taux de fréquence, taux de gravité. En fait, ce taux de fréquence que vous nous déclarez, nous, on va le comparer et on va l'additionner avec la moyenne nationale qui est faite pour votre secteur d'activité en se basant sur le code APE-NAF, sur le registre national. Ça, c'est, je pense, quelque chose de pertinent. Et en faisant ça, on a une première évaluation préliminaire qui est faite. Ça permet un peu de situer différentes entreprises qui ont un même secteur d'activité. Et c'est pris en compte plus tard pour les appels d'offres. On souhaite intégrer des notions d'évaluation sécurité, d'autant plus qu'on est certifié maintenant sur différentes normes, et c'est vraiment demandé. Donc on s'appuie pour les évaluations qui sont faites après vos interventions sur différents critères, vous les verrez dans la présentation. On prend différents critères comme les compétences qui sont mises en œuvre, la qualité de la prestation, les délais aussi. En dernier, on voit la partie QSSE, mais c'est avant tout ce qu'on prend le plus en compte. On insiste beaucoup là-dessus. Une entreprise qui ne travaille pas en sécurité, mais surtout qui ne met rien en face pour régler ses problèmes, c'est surtout ça qu'on veut voir, qui n'est pas investie en sécurité, on va moins faire appel à elle ou pas du tout par rapport à des sociétés qui sont vraiment moteurs en sécurité. Donc, on a une évaluation qui est faite des entreprises extérieures avec un logigramme. Donc, en faisant le point entre l'évaluation préliminaire, c'est-à-dire votre taux de fréquence avec la moyenne nationale, et l'évaluation aussi qu'on fait en fin d'année. Donc, c'est une évaluation qu'on fait avec le service HSE, notre acheteuse et le responsable de la direction technique. Donc, on attribue une note qui va de 0 à 20, tout simplement, en fonction des critères. Donc, si la note elle est supérieure à 10, donc on est OK, l'entreprise elle est conforme et elle sera autorisée à revenir, voire même sera prioritaire pour les prochains appels d'offres. En revanche, si l'entreprise a une note inférieure à 10, donc c'est qu'au niveau de la sécurité, principalement, c'est plus que perfectible. Donc là, il y aura un entretien qui sera fait avec un responsable achat de la direction technique et un membre du service HSE. On ne va pas blacklister l'entreprise, on va faire une évaluation complémentaire la prochaine fois qu'elle vient travailler pour voir comment ça se passe avec nos audits et peut-être même vos audits internes. Si on revient à une note supérieure à 10, il y aura eu forcément des actions à mettre en œuvre, mais en tout cas, elle revient dans le circuit, elle est conforme, il n'y a pas de problème. Si, encore une fois, elle a une note inférieure à 10, elle n'est plus autorisée à intervenir et ne pourra pas postuler à différents appels d'offres qui suivront. Dans tous les cas, ça ne se fera pas comme ça. Il y aura des dialogues, il y aura des actions à mettre en œuvre. S'il y a beaucoup d'actions qui sont lourdes, on est là aussi pour vous aider. Le but, ce n'est pas de blacklister, il n'y en a pas. Mais voilà, on ne peut pas se permettre de faire intervenir maintenant qu'on monte quand même au niveau de la sécurité des entreprises qui ne prennent pas ça en considération. Ce n'est pas normal pour nous. Donc là, il y a différents critères qui sont pris au niveau des notes. Voilà, donc dans tous les cas, pas d'inquiétude, s'il y a des écarts qui sont constatés, ça ne veut pas dire blacklister, on vous accompagne, on met en place des plans d'action et il n'y a pas de problème, on aura tout le monde ici, c'est notre souhait. Donc là, le plan de prévention de la présentation elle est bientôt fini. Donc on vous enverra la présentation, les différents contenus, on fera un point des pièces manquantes ou des dossiers non reçus, là dans les jours qui viennent, pour valider le PDP. Pour valider ce plan de prévention, vous recevrez l'attestation sur l'honneur que certains ont déjà rempli l'année dernière ou en cours d'année. C'est ça qui va valider que vous avez bien assisté aujourd'hui à la présentation. Et en plus du PDP de l'attestation, c'est un point de vue réglementaire aussi, on doit s'assurer que le PDP a bien été décliné à tous vos intervenants. C'est-à-dire que la moindre personne qui vient chez nous, elle doit avoir signé une fiche, même si c'est une trame à vous, peu importe, comme quoi le PDP a été décliné. C'est également un point que peut vérifier l'inspecteur du travail s'il vient faire un audit accompagné avec nous et avec vous. Il va d'abord s'assurer la liste des présents. Il sait bien que la déclinaison de plan de prévention, c'est la base. Même si c'est purement réglementaire, on souhaite vraiment qu'après, sur le terrain, ça en découle et qu'ils connaissent nos règles de sécurité. Donc, c'est comme ça que le PDP sera validé. Donc, dans les jours qui viennent, s'il y a des entreprises qui n'ont pas tout retourné
qui font traîner, on les mettra de côté temporairement le temps que le PDP soit bien complet et ils reprendront les travaux après. Il y a eu quelques cas l'année dernière, ça se règle, mais on ne pourra pas y déroger dans tous les cas. La présentation du plan de prévention, donc elle est terminée. Vous aurez toutes les infos par mail. S'il y a des questions, évidemment, on peut y répondre maintenant. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, vous pouvez nous écrire par mail. Si vous avez des travaux sur place, vous passez nous voir au bureau, évidemment, il y a aucun problème. Je vais réactiver les micros et je vous écoute hein, s'il y a des questions. Alors, copier les liens, tac. Alors, comment on fait ça? Les micros, on va activer les micros. Oh, on les avait coupés aussi. Si vous avez des questions, je vous laisse vous-même réactiver votre micro et on y répond bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Donc, on est à votre écoute avec Carla si besoin. Et on a également d'autres responsables qui nous suivent sur Teams. Et si jamais il y a des questions qu'on ne peut pas répondre là tout de suite, on le fera dans la journée. On fera un point avec nos mainteneurs. Il n'y a aucun problème pour ça. On est à votre écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Emmanuel Arnaud, préventeur Indel à Fosse. Oui, bonjour. Voilà, je voulais juste poser une question concernant justement les visites chantiers du préventeur sur le site. Oui. C'est juste pour revalider le mode opératoire ou plutôt l'entrée sur le site. Est-ce qu'on doit, comme avant, passer donc au bureau, faire un permis également, comme on a pu le faire sur les années précédentes? Et est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec vous pour faire la visite ensemble, ou est-ce qu'on peut venir accompagner notre chef de chantier, par exemple, et la faire avec nos équipes, tout simplement? Alors, le permis, oui, il reste obligatoire. Après, si vous voulez faire une visite de sécurité avec nous, service HSE, c'est ça, ou simplement vous Les deux, avec vos en équipes? fait. Les deux. Les deux. C'est Alors, simplement moi avec mes équipes ou avec vous, si vous souhaitez qu'on fasse ensemble. Je oui, voulais bien savoir sûr. voilà, Alors, s'il fallait prendre rendez-vous et si on devait faire un permis spécial, rien que nous, c'est rien que le préventeur, en fait. Ou est-ce qu'on se d'accord. rajoute sur le permis de l'équipe? Oui, alors là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour faire un audit terrain avec vos équipes, là-dessus, non, il n'y a pas besoin de permis, hein, c'est comme ailleurs. Vous pouvez les faire librement, il n'y a pas de souci. Après, c'est bien si on peut les faire ensemble, c'est toujours mieux d'échanger. Et puis nous, on est vraiment preneurs de votre retour d'expérience. Donc, vous pouvez venir le jour même. Le mieux, c'est de prévenir avant votre arrivée, quelques jours avant, si vous le savez. C'est plus facile pour nous. Après, on commence à être en effectif suffisant au sein du service. Si vous venez à l'improviste, on arrivera toujours à se greffer à votre audit, quoi. Si on peut le faire en amont, c'est bien de le caler. Mais si on voit ça le jour J, il n'y a pas de souci, on arrivera toujours à se débrouiller et à vous accompagner. Ouais. Ça marche, merci. Merci à vous. Il n'y a pas d'autres questions? C'est OK pour tout le monde? Bon, s'il n'y a pas de questions supplémentaires. J'ai une question. Bonjour, Gaël Roquin, Schneider Electric. Je voulais savoir, vous nous envoyez la présentation d'aujourd'hui? Oui, bien sûr, on envoie le compte Parfait. rendu et le diaporama, bien sûr. Parfait, je vous remercie. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Donc, merci de votre attention et on libère tout le monde, évidemment, s'il n'y a plus de questions. Sinon, vous pouvez nous contacter par mail ou au téléphone, il n'y a aucun problème. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne Journée. Merci pour la présentation. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, bonne journée. Merci. Merci à vous.